Le rempart bleu. La guerre avait chassé de leur foyer les habitants du royaume de Delorme. Des familles entières, déracinées, migraient au sud vers des terres plus clémentes. Parmi elles, le chariot surchargé des parents du petit Alastair avançait brinque-ballant sur les chemins sinueux des landes de haute bruyère. Cultivateur, le père du garçon n'avait rien d'un guerrier. Sa mère moins encore. Voilà pourquoi ils furent bien dépourvus lorsqu'une bande de coupe-jarrets au masque rouge leur barra le passage. Le patriarche n'avait certes jamais combattu, mais il refusa d'abandonner ses possessions et assura la sécurité de sa famille. Il n'avait pas fui l'enfer pour s'en laisser compter par des vauriens. L'altercation tourna aussi court que mal. Armé de sa fourche, le paysan se débattit comme un beau diable. Il blessa un assaillant avant qu'un autre ne lui plantât une lame dans le flanc. La douleur sourdit. La mère cria de frayeur. Le père d'Alastair tomba à genoux. Les bandits se servirent dans le chariot et le saccagèrent, avant de laisser là la famille meurtrie. Incapables de poursuivre, les victimes bivouaquèrent pour la nuit. La mère avait pansé les blessures de son mari comme elle avait pu. Le petit garçon était allé quérir de l'eau fraîche au ruisseau. Mais la fièvre bientôt gagna l'homme. Et lorsque la nuit arriva, ce fut une meute de loups affamés qui vint les encercler. La mère d'Alastair agita la lourde fourche comme elle put pour tenter de contenir l'inéluctable assaut. Puis, la fatigue eut raison d'elle. La bête dominante tira le blessé à l'écart. Des grognements, des crocs saillants, la bave aux lèvres. « Fuis, mon petit, fuis aussi loin que possible !» Protégeant son enfant, elle se sacrifia pour lui laisser le temps de partir. Après une trop longue hésitation, l'enfant détala. Il s'enfonça dans les bois en cherchant à éviter les branches autant que faire se peut. Dans un cri à déchirer les cieux, il entendit sa mère hurler. Alastair se figea. Mais maman lui avait intimé de partir. Alastair faisait toujours ce que lui disaient ses parents. Alors, il se détourna et partit. Le petit garçon courut à s'en brûler les muscles des cuisses. Puis il courut davantage encore pour sécher ses larmes qui perlaient le long de ses petites joues, pour laisser le plus loin possible derrière lui ce souvenir abominable. Il les entendait, ces grognements féroces derrière lui. Alors il ne se retourna pas. La panique, la fatigue, la nuit. Il percuta un obstacle et vint rouler sur le sol. Emporté par son élan, il vrilla sur plusieurs mètres avant de tomber dans l'eau du ruisseau. Le courant emporta l'orphelin. Manquant de se noyer, Alastair tomba dans une rivière à bout de souffle. Il cessa de lutter. Il ne pouvait plus. Il se laissa flotter comme une souche d'arbre. Les étoiles défilaient, les insectes nocturnes s'en allaient à cœur joie. Sa tête cogna un rocher et il s'évanouit. Alastair s'était réveillé à l'orphelinat de la grande ville. Chélène, la gouvernante, lui avait raconté qu'un chasseur nain l'avait sauvé de la noyade et conduit là. Ces événements traumatisants avaient eu lieu 4 années auparavant. Chaque nuit, depuis, il faisait des cauchemars pleins de grognements et de crocs. Chaque matin, au lever du jour, Chélène le conduisait à l'abbaye de Norclos pour étudier avec les moines. Les prières chassaient ses rêves noirs, au moins le temps du jour. Alastair aimait le cadre paisible de l'abbaye et ses murs en pierre avaient quelque chose de rassurant pour lui qui avait perdu son logis. Un soir d'automne, Alastair jouait avec son ami Clavio, chacun un bâton à la main en guise d'épée. Laissant libre cours à leur imagination, ils pourfendaient des armées entières de gnolls à la botte du terrible Lardeur, lorsqu'ils gagnèrent une mine désaffectée. En s'aventurant plus avant dans les tréfonds de la terre, ils se retrouvèrent piégés par des kobolds. Clavio, le plus hardi,
s'était élancé trop présomptueusement à l'assaut de l'obscurité lorsqu'il entendit « Vous, pas prendre bougie !» Aussitôt, la crânerie du jeune garçon le quitta et il échoua sur son séant. Alastair arriva à sa suite et s'interposa entre son ami et 3 créatures moustachues. Sa mémoire lui rappela l'embuscade des masques rouges lorsque ses parents et lui fuyaient la guerre. Il était alors trop petit pour faire quoi que ce soit. Il aurait dû être plus grand. Il aurait dû être plus fort. Il aurait pu les sauver. Alors, Alastair agita son bâton du juste et fracassa le crâne du premier kobold. Celui-ci fit tomber sa pelle. Le chevalier sauveur s'en empara pour assommer le second d'un grand coup qui résonna sur les parois de la mine. Le dernier kobold prit ses jambes à son cou en s'exclamant « Pas de papi, pas de papi !» Les 2 garçons revinrent à l'abbaye pour prévenir frère Francis que des kobolds avaient investi la mine. Et lorsqu'ils lui racontèrent ce qu'il s'était passé, frère Francis décida de confier Alastair à frère Samuel. Ce dernier vit tout de suite que le garçon était habité par le feu sacré. « Alastair, mon garçon, lui dit-il d'un ton cérémonieux, à compter de ce jour, je vais m'occuper de ton éducation. » Ainsi, frère Samuel lui fit lire tous les librames de la bibliothèque de l'abbaye. L'un d'eux en particulier attira son attention. L'histoire d'Uther le porte-lumière. C'est ce qu'espérait frère Samuel, qui s'en quitte un jour. « Qu'espères-tu de la vie, mon garçon ? Je veux être plus grand, je veux être plus fort. Et pourquoi cela ? Je pourrais mieux protéger ceux qui me sont chers. » Il n'en fallut pas davantage pour que frère Samuel lui demande d'aider les bûcherons de la vallée à couper et porter le bois, ce qu'il fit les 7 années suivantes. Un matin, âgé de 17 printemps, et alors qu'avec 8 autres vaillants, ils parvinrent à éradiquer l'infestation kobold des mines de l'abbaye, une bonne fois pour toutes, l'adjoint Willem fait irruption. Il portait une dépêche du maréchal Dugan. Logeant dans les combles de l'abbaye, Alastair descendit comme à l'accoutumée pour rejoindre les bûcherons. Il n'était pas pleinement réveillé de ses songes sur Uther le porte-lumière, le héros paladin qui se sacrifia pour sauver le monde. Le livre de chevet qu'il relisait sitôt fini. Avant qu'il n'eût pu goûter la fraîcheur matinale, frère Samuel le fit mander. « Mon garçon, lui dit-il d'un ton plein d'ouverture, l'heure est venue pour toi de servir le royaume. » Avant qu'il ne partît pour la comté de l'Aube, sise au cœur de la forêt de Winel, frère Samuel lui fit présent d'un marteau à 2 mains, une arme confectionnée par les bûcherons pour remercier Alastair de son aide précieuse. « Va et chasse le mal des terres sacrées du roi Varian. Te voilà devenu un paladin de la lumière. » Il s'était entraîné au maniement du marteau et de l'épée, tout autant que de sa hache à couper le bois. Il reçut son arme en ayant conscience qu'elle venait concrétiser le chemin à suivre. En se saisissant du manche, il sentit le poids des responsabilités appuyé sur ses épaules, désormais larges et solides. Clavio, le frère Samuel et le frère Francis saluèrent son départ de l'abbaye de façon cérémonieuse. Il savait qu'il les reverrait sans doute, mais pour l'abbaye de Norclos qu'il avait vu grandir, rien n'était moins sûr. Le jeune paladin gagna les routes pavées du roi en se sentant investi d'une mission. Jamais il n'avait senti autant de proximité avec le porte-lumière, l'étoile brillante qui guidait sa barque. À la comté de l'Aube, il eut tout juste le temps de croiser le maréchal Dugan. Celui-ci était débordé par les malheurs et les méfaits des bandits qui éclataient aux 4 coins de la forêt, le territoire dont il avait la charge. L'homme qui en imposait lui dit seulement d'aller trouver le garde Thomas qui avait besoin d'aide. Ainsi, sous le calme apparent de la forêt de Winel, entre les troncs ancestraux et leurs ramures majestueuses, et parmi les gazouillis des oiseaux,
Alastair suivit la voie royale qui le mena à l'est vers un petit pont de bois qui enjambait la rivière. C'est là qu'il trouva le garde Thomas. « Bonjour, paladin, et merci de votre aide. Je suis débordé à protéger la frontière et le camp de bûcherons du Val de l'Est, en raison d'une recrudescence d'ours et de loups qui attaquent le bétail. À croire que tous les malheurs tombent sur le royaume au même moment. Il y a 2 jours, j'ai envoyé Ralph et Malakai enquêter sur les disparitions de bergères au nord d'ici. Ils ne sont pas revenus. Afin de finaliser mon rapport au maréchal Dugan, pourriez-vous aller en reconnaissance? Rebroussez chemin si le danger se fait trop pressant, car cette affaire ne me dit rien qui vaille. » « Des loups, pensa Alastair, pourvu que je n'en croise pas. » La garde du roi venait de lui confier sa première mission officielle. Alastair ne prit pas la tâche à la légère. Armé de son courage et de son arme, il longea la rivière vers le nord jusqu'au lac du Cairn. En fouillant les herbes, le jeune homme trouva ce qui avait dû être l'un des 2 gardes. Rien que des os rongés par les bêtes environnantes. Le médaillon du garde gisait à quelques pas de la dépouille. C'était bien le corps de Ralph. Alastair longea le lit du lac. Il trouva des petites huttes primitives. D'étranges créatures à tête de poisson montées sur 2 jambes se dandinaient et patrouillaient en quête de nourriture. Ce devaient être des murglucs. Il avait lu leur existence dans les librames de l'abbaye. Sous leurs faux airs débonnaires, les murglucs étaient irascibles et imprévisibles. Les compagnons du garde Thomas avaient dû baisser leur garde. Ces satanées bestioles causaient du vilain. Alastair gonfla le torse et fondit dans leur camp telle une furie purificatrice. Dans un chahut à réveiller les morts, les créatures de l'eau crièrent leur borgborigme en se jetant sur le paladin. Le marteau de la justice frappa et frappa encore. Alastair en profita pour tester sa puissance physique. Et force fut de constater que toutes ces années à couper, tailler et porter du bois avaient fait de lui un roc. Il fit de la bouillie de ses adversaires et trouva finalement les restes et le médaillon du garde Malakai. Les gardiens du royaume étaient vengés. « Reposez en paix, mes frères, » dit le paladin les yeux fixés vers les cieux. Il s'apprêtait à retourner annoncer la triste nouvelle au garde Thomas lorsqu'il entendit des cris de détresse sur l'île du Cairn, au beau milieu du lac. Ni une ni deux, Alastair se jeta à l'eau et nagea vers le chahut. 2 nains étaient encerclés par un groupe de mages aux masques rouges. Les masques rouges! De bien mauvais souvenirs remontèrent à la surface. Alastair ne prit pas davantage le pouls de la scène. Il se lança corps et âme dans la bataille. L'effet de surprise joua en sa faveur. Et à 3, l'issue de la bataille fut retournée. Malheureusement, l'un des nains avait été grièvement blessé et il s'écroula au sol. L'appela son camarade, lui-même blessé à la jambe. Mais le premier avait perdu connaissance. Ils tentèrent de le ranimer en vain. Son pouls cessa de battre. Le paladin fut abattu. « Je suis navré, l'ami. » Il se rappelait qu'un chasseur nain lui avait sauvé la vie pour le conduire à l'orphelinat. Il aurait tant voulu rendre l'appareil. « Nous devrions nous rendre à la cathédrale de la lumière, » dit le nain à la dense et longue barbe châtaine. « Mais, mon ami, allons, ne perdons pas du temps. Si nous ne traînons pas, les prêtres et paladins pourront sans doute lui rendre le souffle. » « Mais, je ne comprends pas. »« Un miracle, jeune homme. Ils en sont capables là-bas. » Alastair n'avait pas besoin de plus d'arguments. Il connaissait d'après les écrits de l'abbaye les pouvoirs de la lumière. Le jeune paladin hissa le nain roux sur ses épaules et aida l'autre à marcher. « Tenez, sauveur. »« Qu'est-ce donc ?»« Une missive, l'ordre de marche des masques rouges. C'était notre mission. »« Vous la remettrez vous-même. Venez. »« Je ne ferai que vous ralentir, avec mes pattes trapues et mon souffle court. Je ne suis qu'une embûche. »« Allons, ami, je ne vous laisserai pas à la merci des dangers de la nature. La forêt est pleine de bêtes féroces. » Le nain, Gazin, protesta avant de se laisser convaincre.
Ils parvinrent à l'auberge de la comté de l'Aube à la tombée de la nuit. Gazin leur offrit rafraîchissement et pria Alastair de poursuivre sans lui. Le temps était compté pour son ami Hens. Avant qu'il n'ait fini sa phrase, Alastair était déjà sur le pas de la porte. « Merci, paladin. Vous me remercierez lorsque votre ami et vous irez à nouveau à la pêche ensemble. Que la lumière vous guide. » Alastair marcha toute la nuit sans s'arrêter. À l'aube, il retrouva la grande ville. Il connaissait très bien le chemin vers la cathédrale, puisque l'orphelinat d'où il venait était situé à ses pieds. Il passa les boulangers ambulants matinaux et entendit au loin l'agitation du port et les marins qui rentraient avec leurs prises nocturnes. Sans s'arrêter pour saluer Chélène, la gouvernante, il monta les imposantes marches de la majestueuse bâtisse. En son sein, il fut accueilli par Dutorian Roll, qui semblait l'attendre. « Bienvenue, jeune homme. »« Messire, il nous faut agir sans plus tarder. »« Comment vous nommez-vous » dit l'homme d'un calme olympien. « Alastair. »« Alors c'est vous, le nom qu'on ne cesse de me susurrer à l'oreille. Je suis chargé de guider les paladins sur le chemin de la vertu lorsqu'ils se consacrent à la lumière et à la défense de la veuve et de l'orphelin. Le moment est venu pour vous. Je vais vous offrir un recueil que l'on nomme le tome de divinité. Si vous arrivez à comprendre le vrai sens caché derrière ces écrits, vous obtiendrez un pouvoir au-delà de l'entendement. » Sans vouloir vous commander, messire, ce nain a besoin de secours. Ce nain est mort. Que voulez-vous qu'il lui arrive de plus ? Mais sur un geste, 3 prêtres vinrent délester Alastair pour emporter le cadavre de Hens. Retirez-vous dans la bibliothèque sur le côté, étudiez ce tome et revenez me trouver lorsque vous aurez la réponse. La réponse à quoi ? Vous le saurez lorsque vous la trouverez. Perdu, Alastair resta un instant bouche bée. Bon. Oh, et j'ai cette missive. Donnez-la-moi, je m'en occupe. Vous avez bien agi, paladin. Allez maintenant. Alastair se retira, l'épais librame en main, se trouva un coin baigné par la lumière matinale et commença à tourner les pages. La tension retomba. La fatigue commença à poindre. Mais il resta éveillé malgré tout. On lui apporta de l'eau et du pain frais, il se nourrit sans quitter les lignes des yeux. Les mots lui rappelaient le confort de l'abbaye. Les mots le rassuraient, mais ces mots-ci étaient denses, cryptiques, opaques. Il devait parfois les lire plusieurs fois pour les comprendre. Il tournait les pages, il lisait, tournait les pages, lisait davantage. Ses paupières devinrent lourdes, la fatigue devint insoutenable. Il ne comprenait plus ce qu'il lisait. Le jeune homme tomba de sommeil. Alastair se réveilla en sursaut. Un mot gravé sur ses paupières. Rédemption. Il se leva avec précipitation et alla trouver les prêtres qui avaient disposé le corps de Hens sur un autel. À genoux, ces derniers récitaient des litanies. Alastair se laissa guider par son instinct et posa les mains à plat sur le corps du nain. Alors, quelque chose, enfoui au fond de lui, surgit à la surface et inonda ses bras, puis ses mains, d'une chaleur et d'une lumière intense. Les prêtres sentirent le moment fatidique et redoublèrent d'efforts, leurs voix se répercutant sur les murs de pierre. Au travers d'un vitrail, le soleil perça et baigna le paladin d'une intense luminosité. Et le miracle eut lieu. Alastair sentit la chaleur passer de ses bras au corps froid du défunt. Un corps qui se réchauffa et réchauffa encore, jusqu'à ce que le nain ouvre la bouche
et pousse une grande inspiration. N'en croyant pas ses yeux, Alastair retira ses mains. Ence respirait. L'orphelin se sentit défaillir. La fatigue l'assaillit d'un coup d'un seul. Il perdit connaissance. Lorsqu'Alastair revint à lui, Duthorian Ral se trouvait à ses côtés pour lui dire les mots suivants. En toute chose, un paladin doit réfléchir la lumière qui nourrit notre force, tendre vers la pureté. Nous nous battons pour être bons dans la moindre de nos actions. Bien que nous soyons appelés pour frapper le mal en ces temps difficiles, n'oubliez jamais que c'est en aidant autrui que vous vous démarquez véritablement. La compassion, la patience, la bravoure, ces valeurs sont aussi importantes pour un paladin que la force dans la bataille. Prenez-en conscience et ne l'oubliez jamais. Auréolé de cette expérience, le paladin Alastair se leva. Duthorian Ral lui déposa le plat de son épée sur l'épaule. Dorénavant, vous serez connu comme Alastair le Preux. Une décennie s'écoula, et les hauts faits d'Alastair jamais ne cessèrent, de sorte qu'on le recommanda dans la lutte pour le gain du bassin d'Agathi. Le meneur des défenseurs du Pacte Bleu se nommait le capitaine Bellarion. Lorsque les deux hommes se rencontrèrent, leur entente fut instantanée. « Mon ami !» lui lança Bellarion après qu'Alastair eut repoussé à lui seul une vague d'ennemis de la Harde Rouge. « Tenez la scierie des hauteurs pendant que je lance un assaut sur la ferme en contrebas. Vous devez tenir jusqu'à la tombée de la nuit, et la victoire ne pourra nous échapper. » « Ils ne prendront pas ce lieu, » assura Alastair avec une telle droiture que Bellarion en fut absolument convaincu. Au petit matin, les forces de la Harde Rouge battaient en retraite et abandonnèrent le champ de bataille pour recentrer leurs forces sur le goulet des Parleguerres, un autre point chaud de l'affrontement entre les deux factions. « Alastair, » fit Bellarion alors qu'il chevauchait tranquillement dans les hautes terres, « je vais vous recommander personnellement auprès de l'Ordre du Mérite. »« Je n'ai fait que mon devoir, capitaine. » Bellarion observa avec attention ce rempart humain. Il savait que sa force tranquille amènerait la sérénité tant nécessaire à ses troupes. Mais plus encore, le capitaine ne devait pas avoir plus de 2 ans d'écart avec le paladin. Quelque chose lui disait qu'il pouvait lui faire confiance. La route était longue jusqu'à la capitale des nains dans les montagnes. Ils avaient tout le loisir d'échanger dûment. « Vous avez l'air déterminé, Alastair le Preux. Qu'est-ce qui vous guide ?»« Pas plus que vous, capitaine. »« Allons, mon ami, appelez-moi Bellarion. »« Fort bien, Bellarion. On m'a conté vos exploits et votre assiduité sur le champ de bataille. Je ne pouvais pas montrer la moindre hésitation à vos côtés. »« Il y a autre chose qui vous motive, je le sens. Je le sens car je possède un tel feu en moi. Une vindicte toute personnelle. Dites-moi, vous avez perdu quelqu'un de proche de manière tragique, n'est-ce pas ?» Le son des sabots sur les ornières caillouteuses répondit au militaire un moment avant que le paladin ne trouve la force de se confier. « Mes parents. Je n'étais qu'un enfant sans défense. C'était tout d'abord des brigands. »« Les masques rouges ?»« Comment le savez-vous » articula Alastair surpris. « Ces saletés n'en sont pas leurs premiers méfaits. Leurs ramifications s'ancrent solidement loin des racines du royaume. Il faut trancher la tête de cette hydre venimeuse. Il y a bien longtemps que cela me taraude. Vous savez quoi, Alastair? Laissez-moi m'entretenir avec le maître des espions à la capitale. »« Vous connaissez le maître des espions ?»« Si je connais Mathias, nous avons grandi ensemble. »« Je ne sais que dire pour vous remercier. »« Pas de cela entre nous, l'ami. Pas après que vous m'ayez aidé à revenir la tête haute auprès du roi. Nous avons établi l'objectif qui me pousse vers l'avant. Qu'en est-il du vôtre ? » Ah, votre droiture ne s'arrête pas à vos gestes. Elle accompagne aussi vos mots. Bien, je vous dois bien cela. Voyez-vous, mon père était le général Tellarion. Celui qui a mené la charge contre les non-morts durant la Grande Guerre ? Celui-là même. Avant de périr sur le champ de bataille, il avait prédit que je prendrais sa place à la tête des armées du roi. Il m'avait dit que je revêtirais le pendentif familial
que le patriarche lègue à son fils aîné de génération en génération. Lorsqu'on a rapporté son défunt corps, le pendentif de mon père, le sigle ancestral qui s'était transmis de longue date, avait été arraché de son cou. Un homme m'a rapporté qu'il avait vu un orc le lui prendre, sans doute pour garder un souvenir de son méfait. Ces sales peaux vertes sont très fétichistes. Avez-vous depuis retrouvé le meurtrier de votre père? Alors, les yeux du capitaine devinrent durs comme de la pierre. Je ne fermerai pas les deux yeux la nuit tant que ce ne sera pas le cas. Je vois. Et je remuerai ciel et terre pour lui faire payer d'avoir souillé la noble mémoire de ma famille. Un mois plus tard, Bellarion trouva Alastair au petit matin. Il venait de dénicher Edwin Willy le Borgne, chef de la confrérie des Masques Rouges. Il se terrait dans un repère secret sous les montagnes de la Marche de l'Ouest. Bellarion, Alastair et un groupe de guerriers volontaires se faufilèrent et allèrent assassiner le maître des voleurs. Ils revinrent en héros à la capitale, et on célébra ce jour dans tout le royaume. Toutefois, malgré l'importance de cette victoire pour le paladin, elle fut de courte durée. Déjà, Bellarion fut rappelé sur le front, dans les montagnes enneigées de la vallée de Mérac. « Connaissez-vous la vallée de Mérac, l'ami » ? « Pas le moins du monde » convint le preux. « C'est un endroit froid, austère, venteux, où rien ne pousse, hormis quelques conifères retors. » Vous me vendez du rêve, capitaine. Sergent-chef, que diriez-vous d'aller à la rencontre du clan nain Glasphère? Son chef Vandar est une tête de bouc mal luné qui tempête toute la journée du loin de son fortin, Dunbaldur. L'écho de sa faconde outrancière se propage dans toute la vallée en raison de la physionomie géographique des lieux. J'ai grand hâte de rencontrer pareille forte tête. Il a, dirons-nous, son charme bien à lui. Néanmoins, c'est lui qui maintient durement la ligne de front. Le point chaud de la guerre contre la Harde Rouge. Et l'on me rapporte que cette ligne est sur le point de céder. Une mission perdue d'avance. Qu'attendons-nous? Sergent-chef Alastair, vous m'envoyez comblé. Avec vous à mes côtés, nos chances passent de 0 à 2 sur 100. Mesurez votre enthousiasme, capitaine. Et les deux hommes de partir dans un franc éclat de rire. « Alastair !» cria Bellarion. « Prenez le flanc gauche !»« Bien, capitaine ! Restez sur vos gardes, que la lumière vous guide !»« Vous de même, l'ami ! Ils ne passeront pas !»« Je n'en ai pas le moindre doute !» confia le capitaine dans un rictus complice. Les deux hommes et leur bataillon se séparèrent et plongèrent dans le chaos du centre de la vallée de Mérac. Face à eux, un troupeau d'hommes-taureaux, de trolls, d'orques et de gobelins faisait des ravages dans le camp du Pacte Bleu. Le capitaine Bellarion rassembla ses idées et réorganisa les montagnards nains en rang derrière ses fantassins. Redonner ordre et discipline aux siens interpella le camp opposé. Bellarion lança une nouvelle charge avant que ses ennemis aient pu se reprendre véritablement. Et cet assaut aurait fait un carnage si un chaman orc n'avait pas agi comme il le fit. En plantant l'un de ses totems magiques, la charge fut ralentie, comme si une malédiction empêchait les soldats de se mouvoir à vitesse normale. La foudre frappa l'un des assaillants et ricocha sur plusieurs de ses voisins, créant une brèche. Les faux furieux d'en face en profitèrent pour foncer dans le tas et annihiler l'attaque. Le capitaine Bellarion avait identifié la menace. Il n'avait Dieu que pour ce chaman. Et ce fut à cet instant qu'il crut défaillir. Le chaman portait l'héritage de son père, le pendentif familial qu'il s'était juré de récupérer. Fou de rage, perdant le sens des réalités, Bellarion se jeta à corps perdu dans la mêlée. Il se fraya un chemin au tranchant de son épée et en repoussant les opportuns qui s'interposaient d'un coup de bouclier. Une flèche lui transperça l'épaule. Il n'y prêta nulle attention. Derrière,
Ces hommes s'inquiétèrent de le perdre de vue. Les peaux vertes et leurs alliés refermèrent toute retraite. La bataille prit une tournure compliquée pour les protecteurs du roi. Alastair le Preux fut alerté par les cris des hommes du capitaine. Il vit son supérieur s'engouffrer dans les rangs ennemis et devenir hors d'atteinte des tirs des fusiliers. Bellarion chargea l'orque. Ce dernier resta campé sur ses appuis, prêt à déchaîner les éléments naturels sur son ennemi. Leurs armes s'entrechoquèrent. La hargne qui possédait l'humain était toute personnelle. C'est ainsi que le chaman reconnut le meurtrier de son clan, le boucher de la Mesa de Rouge Nuage. Ses yeux s'injectèrent de sang, et les deux hommes se livrèrent une lutte sans pitié. Se rendant coup pour coup tandis qu'Alastair agitait son marteau de guerre et pulvérisait les crânes des adversaires en tentant de repiquer vers le lieu du duel. Le Preux sentait son allié dans une position périlleuse, alors il redoublait d'efforts. Même les colossaux hommes taureaux avaient bien du mal à contenir sa puissance. Un filet de sang lui dégoulinant de la tempe, Dagar repoussa Bellarion. « Tu as souillé la mémoire des miens !» lui cracha le capitaine, bien que les deux hommes ne pouvaient guère se comprendre. « Viens massacrer les miens !» rétorqua Dagar dans le langage des hommes taureaux, comme s'il avait compris malgré tout. « Pourquoi ?» éructa-t-il. Le capitaine Bellarion ne comprit pas les mots. Mais il pointa le pendentif de son père malgré tout. Dagar empoigna la mémoire de son père, le symbole de sa bravoure au combat. Son père qui avait ramassé le pendentif sur le cadavre froid d'un brave chef militaire ennemi. Les orques mettaient un point d'honneur à respecter leurs adversaires. Ils gardaient toujours un souvenir d'un ennemi qu'ils jugeaient vaillant pour rendre hommage à sa bravoure et à sa combativité. Le général Télarion, le père de Bellarion, était tellement porté au nu, vu comme un héros dans les camps du Pacte Bleu, qu'il semblait impensable qu'il soit mort vaincu au combat. Telle a pourtant été la réalité. Mais tels n'avaient pas été les mots qu'on avait rapportés à son descendant. Aveuglé par la vengeance et ce qu'il croyait être la restauration de la mémoire de son père, Bellarion avait perdu la raison. Et l'orque Dagar lui fit payer. La terre prit vie. Deux bras de roche se saisirent des jambes de l'humain. Des rochers se formèrent autour de la hache du chaman, et d'un puissant coup, il frappa le bouclier de son ennemi. La roche se brisa, mais le choc paralysa Bellarion qui, hagard, en lâcha épée et bouclier. Dagar lui planta sa hache dans le corps. Dans un dernier souffle, l'humain arracha le pendentif de son père du cou de son meurtrier. Alastair le Preux surgit de la mêlée en ayant creusé un sillon de victimes. Il vit le capitaine Bellarion s'effondrer, mort. « Pourquoi ?» reprit le chaman abattu. Dagar resta là, figé par l'incompréhension. Et puis un homme se dressa tel une forteresse à quelques pas de lui, le toisant d'un regard plein de vindicte. « Tu vas me le payer, dit-il. » Dagar leva les yeux sur lui. C'était un paladin. La taille de son marteau de guerre était imposante, même pour lui, un orque solide et robuste. Tandis que les membres de la Harde Rouge avaient profité de la chute du capitaine Bellarion pour faire une percée dans les lignes ennemies, le chaman se leva posément. Alastair le Preux voyait rouge, mais il ne devait pas céder à la folie de la guerre. Il était certes essoufflé de ses efforts pour atteindre la zone du duel. Toutefois, la lumière était de son côté. Toutes ces années à couper du bois avec les bûcherons, à lutter parmi les forces du roi, à combattre les ruffians et les traîtres du royaume, l'avaient préparé, semblait-il, à ce moment. Il ne faillirait pas. Il vengerait son ami Bellarion. Ce combat a déjà été compté, et son issue était inscrite dans les étoiles. Afin d'éviter un coup de marteau fatal, Dagar se changea en loup. Alastair se figea devant la bête, assailli qu'il fut par des souvenirs enfouis, le traumatisme de son enfance.
Il se revit, enfant, encerclé par une meute affamée, son père blessé par l'attaque des masques rouges, sa mère lui implorant de fuir. Alastair se saisit de l'épée de Bélarion et perfora l'orque qui, à son tour, lui donna le coup de grâce. Ce fut ainsi que Dagar, le rocher rouge, et Alastair, le rempart bleu, s'entretuèrent dans la vallée de Mérac. 20 années ont passé depuis cette lutte. Et ce matin, une brise légère souffle sur les cristaux gelés de la vallée de Mérac. Un corbeau se pose sur le sol et se dandine jusqu'à une main décharnée. Il picore ce qu'il peut de repas avant que le sol ne se mette à gronder. Il prend peur et s'envole. Le tremblement se fait de plus en plus pressant. Un sabot d'homme-taureau écrase la main morte. Aussitôt suivi par une foule de pieds, des cris de guerre retentissent et le vieux Vandar fulmine du loin de son fortin. La guerre entre la Harde rouge et le pacte bleu se poursuit. Encore et toujours.